pour compléter, on va dire, le territoire de la métropole Aix-Marseille, Aix-Marseille-Provence, on va avoir un projet qui s'intitule Massilia Sun System et qui se situe pour l'instant, en tout cas, dans Marseille, avec une présentation qui sera faite par Adrien Joanneau. Bonjour à tous. Voilà, Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, Effectivement, je m'appelle Adrien, je fais partie des 24, je suis un des 24 cofondateurs de Massilia Sun System, qui est une société citoyenne relativement identique à Provence Énergie Citoyenne et à Soleil de l'Arc, mais qui intervient du coup sur Marseille directement. Donc, pour se présenter un petit peu sur la slide suivante, je vous ai remis en fait les informations liées qui sont dans nos statuts en fait très clairement. Je voulais surtout en fait vous raconter un petit peu notre genèse parce que en fait on dit souvent que sur Marseille il n'y a pas spécialement d'activités ou de projets citoyens, de projets qui respirent la positivité. Et on est aussi une commune comme toutes les communes du Bouches-du-Rhône où il y a beaucoup de soleil, mais pas forcément de panneaux solaires sur les toitures. Et en partant de ce constat-là, on a eu une occasion, en fait, une soirée festive dans laquelle on était à La Ruche, c'est le lieu où on a pris cette photo, où d'un côté, il y avait une réunion ou un atelier autour du tricot, et puis de l'autre, on avait une cinquantaine, soixantaine de citoyens qui avaient été réunis par Enercop PACA, qui étaient des sociétaires d'Enercop PACA, pour discuter de tout et de rien, de comment animer le territoire au niveau des énergies renouvelables et de la maîtrise de la demande de l'énergie. Et puis, dans le lot, on était quelques-uns à dire, mais pourquoi on ne ferait pas comme tant d'autres ont fait en France et pas que en région sud, des sociétés citoyennes qui sont dans le nord de la France, en Bretagne, Pays de la Loire, où il y a moins de soleil. Et du coup, on a choisi de se lancer dans cette aventure des installations photovoltaïques citoyennes, avec une vraie ambition de faire du lien social, comme dans les autres présentations, et à avoir envie que tous les citoyens marseillais, et d'ailleurs, puissent investir leur épargne, non pas dans des projets d'épargne classiques, mais surtout dans des projets concrets de territoire et qui servent l'intérêt général, qui servent la transition énergétique. Donc c'est une valeur qui est très très importante pour nous. Quand on investit dans Massilia Sun System, on investit. Ce n'est pas sur uniquement le côté, comment dire, voilà, on participe à un projet de territoire. Alors je vois qu'il y a un problème de son, je vais essayer de régler ça. Hop, est-ce que ça fonctionne mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. De cette manière. Oui, merci. Tu peux continuer comme ça. Attends, je n'entends plus les gens. Hop. Nous, on t'entend bien. Ça marchait bien tout à l'heure. Est-ce que Johannes, tu peux me parler rapidement? Oui, ça fonctionne hein, très bien. Ouais. Et on entend mieux. On t'entend bien. Ok, parfait. Excusez-moi, du coup, vous devriez entendre un son assez désagréable, je m'en excuse. Donc, du coup, voilà, j'espère que vous avez bien entendu tout ça. Voilà, on a voulu créer un projet positif et on s'est lancé dans cette aventure pour pouvoir le faire. On peut passer à la slide suivante, du coup. C'est alors, sur notre principe, il est identique à ce que vous a présenté Jean-Marie tout à l'heure sur Soleil de l'Arc. C'est qu'on va avoir en fait d'un côté des citoyens qui vont avoir des toitures ou qui vont vouloir rechercher des toitures à équiper et après ensuite vont devoir lever des fonds pour
installer des panneaux solaires sur ces toitures. Quand ces installations seront installées et produiront de l'électricité, on aura cette capacité de revendre cette électricité sur le réseau avec une obligation d'achat, donc un tarif de l'électricité achetée qui sera fixe sur une longue durée, donc 20 ans. Et ce revenu va servir à deux choses. Il servira à être réorienté sur de nouvelles installations et à rétribuer les propriétaires ou les investisseurs, les citoyens investisseurs qui auront du coup cru en notre projet et qui voudront que leur argent eh bien, serve comme leur épargne finalement eh bien, à en gagner davantage. Donc, c'est vraiment ce schéma-là qui nous anime et qui permet à nos projets citoyens de fonctionner. Sur l'asset suivante, du coup, on a la manière dont on s'est structuré, en fait. On s'est réunis pour la première fois en fin d'année 2018 et donc dans cette fameuse soirée. Et ensuite, on a été vers des réunions de groupes qu'on appelait déjà le groupe moteur, comme présenté dans les sociétés précédentes. Et on a choisi ensemble un mode de gouvernance qui s'appelle la gouvernance partagée, pour que toutes les décisions soient collectives et fassent l'objet d'un consensus. Parce qu'on n'avait pas envie que des gens qui aient envie de s'investir, mais qui aient une voix différente, une idée différente, une conception différente des projets ou d'une question particulière, ne puissent pas se reconnaître dans le projet ou ne puissent pas faire entendre leur voix. Et donc, la gouvernance partagée, elle est vraiment là pour ça, elle est vraiment pour que tout le monde puisse s'exprimer et que si on a une objection forte sur un choix technique, eh bien que cette objection puisse être levée en faisant davantage de discussions, de tours de table pour trouver la proposition qui correspond à tout le monde. Et cette gouvernance partagée aussi, elle nous permet, ou elle nous a permis d'élire notre présidente et notre vice-présidente de notre collectif, parce que ce sont des tâches qui prennent du temps et on est tous des citoyens actifs qui n'ayant pas forcément la capacité ou le temps nécessaire pour s'impliquer beaucoup dans un tel projet. Et donc, on a décidé de mettre un des outils de la gouvernance partagée, qui était une élection sans candidat. Donc, on a commencé une élection où personne ne s'est présenté, mais où chacun, individuellement, on a désigné qui on souhaitait avoir comme président ou vice-président. Et au fur et à mesure du tour de table, ceux qui avaient le plus de voix ont pu s'exprimer pour dire est-ce qu'ils étaient d'accord, motivés, quels freins ils avaient à être président ou vice-président, etc. Donc, ça nous a pris peut-être 1 heure, 2 heures pour faire ces tours de table, mais au final, on a élu 2 personnes, 2 femmes à la tête de ce collectif qui ont été désignées non pas parce qu'elles voulaient le pouvoir, mais parce que tous ensemble, on était d'accord pour dire que c'était elles qui représenteraient le mieux notre société citoyenne. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la gouvernance partagée et on la retrouve dans notre groupe moteur et dans tous les groupes, sous-groupes de notre collectif qui sont les mêmes que ceux présentés par Provence Énergie Citoyenne. Alors, pour la suite, on a eu notre assemblée générale, donc à peu près 6 mois plus tard, une assemblée générale constitutive où les 24 premiers associés dont je fais partie ont décidé de créer la société avec le capital de départ. Donc, on a des parts sociales qui s'ouvrent à partir de 50 €. On a comme pour le Soleil de l'Arc, un principe de fonctionnement coopératif qui fait qu'une personne égale une voix. Donc, on peut avoir 5 ou 7 000 € dans la société citoyenne. Ça ne donne pas plus de pouvoir que celui qui en a mis 50. Ça, c'est une valeur fondamentale. On a essayé aussi de
de faire en sorte qu'il n'y ait pas un associé qui puisse avoir plus de 20% du capital. Ça nous semblait trop risqué pour nous, notamment au début. Et ensuite, tous les associés ont été répartis dans 3 collèges différents, les fondateurs, les citoyens et les partenaires, pour d'une telle manière en fait que ceux qui sont à l'origine du projet et les citoyens puissent avoir la majorité des décisions qui sont à prendre, et pas forcément les partenaires ou les collectivités locales qui peuvent après rejoindre notre projet. C'est une de nos spécificités. On a décidé de se constituer et de très vite se mettre au travail, un petit peu en allant tête baissée vers les projets, et en ne consultant quasiment pas la collectivité locale, donc la ville de Marseille et la métropole. On va dire que c'était surtout par rapport à la ville de Marseille. On était encore sous la mandature de M. Gaudin. Et voilà, on savait que ce n'était pas spécialement une volonté de l'équipe municipale de porter attention à ce type de projet. Et en plus, il y a à Marseille, et encore aujourd'hui, une certaine difficulté pour la municipalité d'identifier de manière très précise son patrimoine. Et voilà, on s'est dit, on va réussir à trouver des projets qui sont des projets de toiture privée. Et la collectivité, ça viendra plus tard, parce que ça nous semblait semer de beaucoup plus d'embûches que de partir sur des toitures privées. Voilà, slide suivant, s'il te plaît. Et donc, sur ces toitures, on en avait trouvé 3. Une première qui était, alors qui n'était pas vraiment une toiture, mais qui était un parking d'une association médico-sociale qui s'appelle l'IRSAM, l'Institut régional des sourds et aveugles marseillais, qui avait un établissement dans le 11e, l'IRS de Provence, où ils avaient fait des gros travaux de rénovation et d'aménagement, et notamment avec un parking qui était sur leur établissement et qui n'avait pas d'ombrage particulier et était assez propice à l'installation du nombrière. Ensuite, on avait donc la déviation, qui est une friche industrielle qui a été reconvertie en centre artistique. Ce sont des porteurs de projet ou une association qui est vraiment venue nous voir dès le début parce qu'ils avaient besoin, ils étaient intéressés par le projet et puis ils avaient besoin de rénover leur toiture d'un point de vue thermique, et ils savaient qu'on était en capacité de le faire, notamment grâce au soutien de la région Sud. Et donc, on avait ce deuxième projet. Et enfin, le tout premier fondateur de Massilia Sound System, qui s'appelle Boris, avait une maison individuelle sur laquelle il avait une toiture de disponible, une toiture terrasse. Et du coup, on a décidé bien de l'accompagner et d'installer une toiture chez lui. Dans tous ces projets-là, vous voyez que le projet IRSAM est barré. Parce que c'est un projet qui ne va pas se faire, ou qui ne se fera pas en tout cas tout de suite. On a beaucoup travaillé avec les équipes opérationnelles de l'association, mais quand le projet est arrivé, on va dire, en discussion auprès du conseil d'administration de cet asso, eh bien, il y a eu des freins qui se sont avérés, qu'on n'avait pas spécialement anticipés. Et on était en plein dans le Covid, dans cette pandémie qui nous a touchés, qui nous touche encore, puisqu'on n'est pas en présentiel aujourd'hui à vous parler. Et du coup, étant donné que c'était une association médico-sociale, il y avait beaucoup d'autres problématiques que de s'occuper de notre projet, même si on était relativement clé en main. Et donc, malheureusement, c'est tombé à l'eau. Pour les 2 autres, par contre, les panneaux ont été installés. On va les voir dans le slide suivant. Mais les raccordements n'ont pas été encore réalisés. Donc, ça fait presque 6 mois là, qu'on attend les raccordements pour la déviation et pour la maison individuelle. Donc, c'est très long. Enedis n'est pas spécialement, on va dire, performant dans la réalisation de ce raccordement.
Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, les installations, elles sont prêtes. Et il n'y a plus que le raccordement pour produire nos premiers électrons solaires. Et on a des nombreux projets qui vont arriver au cours de l'année 2021. Je ne vais pas spécialement vous les présenter puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait sécurisés. Donc, ça ne sert à rien de s'emballer. Mais à la fois parce qu'on on a fait parler de nous et du coup, de nombreux citoyens ayant des toitures privées sont venus vers nous pour nous dire, ou même des structures associatives sont venus vers nous pour nous dire on adore votre projet, on a envie d'y participer. Et du coup, là, on est en train d'étudier tout ça avec eux. Il y en a qui sont vraiment bien avancés. Et puis de l'autre côté, il y a eu un changement de municipalité aussi à Marseille. Et du coup, la nouvelle municipalité est très, très moteur sur ces questions-là, qui va probablement nous permettre d'équiper des toitures publiques cette fois-ci. Alors, sur la slide suivante, je crois qu'on parle directement voilà, de la déviation. Donc, on a du coup installé 250 mètres carrés de panneaux solaires sur la déviation, des panneaux solaires qui sont d'une entreprise qui s'appelle Dualsun, qui est une entreprise marseillaise. C'est un choix fort en fait de notre projet de vouloir valoriser les entreprises locales qui font de la transition énergétique un de leurs leviers, de leur objet social. Et du coup, on a des panneaux solaires donc, dont les cellules photovoltaïques proviennent d'Asie, puisque la très grande majorité des cellules photovoltaïques viennent d'Asie. Mais l'assemblage des panneaux solaires est fait par cette entreprise-là, Dualsun, qui est une entreprise marseillaise. Et puis, tous ces salariés sont des Marseillais ou des citoyens qui vivent sur le territoire de la métropole. Et ça nous semblait vraiment très important de pouvoir les valoriser dans un premier projet. Et probablement qu'on travaillera encore avec eux pour la suite. Et l'installateur, qui est E2S, est un installateur de Saint-Cyr dans le Var. Et c'est pareil, c'était dans la même idée. On a consulté plusieurs installateurs, plusieurs fabricants de panneaux solaires. Et ce sont donc toujours des acteurs locaux. Et on a retenu ceux qui nous proposaient les meilleures solutions. Ces deux décisions-là, le choix du panneau et le choix des installateurs, se sont faits en gouvernance partagée, en gestion par consentement, et ont fait l'objet de nombreux débats. On en reviendra peut-être tout à l'heure dans la présentation. Et le deuxième projet, donc, qui est terminé, j'ai oublié de parler de ça, très important. L'installation des panneaux solaires nécessitait la rénovation de la toiture de la déviation et surtout son isolation. Et du coup, ces deux parties, en fait, ont fait l'objet d'un chantier participatif qui a mobilisé une trentaine de personnes. Et du coup, on a réalisé cette toiture en chantier participatif avec la déviation, leurs bénévoles et les nôtres, pour que ce soit un moment collectif convivial et aussi pour qu'on rentre dans nos projets de rentabilité financière, comme l'a expliqué Jean-Marie tout à l'heure. J'ai vu passer la question et je vais y répondre tout de suite. Pourquoi on n'a pas installé la totalité de la toiture? C'est parce que quand on est dans des projets solaires citoyens ou même photovoltaïques de manière générale, on est soumis en fonction de son dimensionnement à un tarif d'achat de l'électricité défini à l'avance. Et le tarif est défini par tranche de puissance qui vont de 0 à 9 kW, de 9 à 36 et de 36 à 100. Et pour que les projets soient un minimum rentables, puisqu'on a besoin de faire venir l'épargne des citoyens dans notre projet et ainsi être meilleur qu'un livret A, sinon il n'y a aucun intérêt pour un citoyen d'investir dans nos sociétés, on est obligé de rechercher un minimum de rentabilité. Et pour atteindre ce minimum de rentabilité-là, on est obligé d'être au maximum du seuil dans lequel on souhaite être. Et la toiture de la déviation ne permettait pas de faire une installation de 100 kW. Du coup, on a été obligé de faire un 36 kW, donc 250 m² de panneaux solaires, même si la toiture pouvait contenir
peut-être jusqu'à 50 ou 55 kW. On n'a pas été au-dessus parce que sinon, ça nous aurait désavantagé par rapport au tarif d'achat et par rapport à la production que ça génère et à l'investissement qui en découle, bien évidemment. On pourra en discuter davantage si vous voulez dans la suite. Et donc la deuxième toiture, voilà, la toiture d'un particulier sur un toit terrasse où on a choisi cette fois-ci des panneaux qui sont allemands, donc de la même manière. Les cellules sont produites en Asie, mais l'assemblage est fait en Allemagne. Et on a choisi un installateur marseillais cette fois-ci pour cette petite installation qui s'appelle Sun Concept. Et voilà. À noter que les installateurs ou les fabricants de panneaux solaires ne sont pas au sociétariat associé de la coopérative, de la société. Voilà pour ces deux premiers projets. Sur la diapo suivante, je vous parle un petit peu plus des aspects financiers pour voilà, vous expliquer que ces deux premiers projets-là, en fait, ont nécessité un investissement de 100 000 euros. Comme Soleil de l'Arc, en mai-juin dernier, en fait, on a lancé notre première levée de fonds pour financer ces installations. Et on a eu, du coup, on avait un objectif de 40 000 euros en financement citoyen et on les a très, très vite dépassés ou très, très vite atteints. Et on a réussi à aller jusqu'à 60 000 euros récoltés. Donc, c'est un vrai succès, un vrai enthousiasme, une vraie dynamique qui prouve aussi qu'à Marseille, il y a des envies de changement, il y a des envies de citoyenneté, d'énergie renouvelable, de transition énergétique. Et c'est très important. Aujourd'hui, notre capital est toujours ouvert. Toute personne qui souhaite nous rejoindre peut le faire depuis notre site internet. Et on en est à 124 aujourd'hui associés. On a choisi la Nef comme banque puisque ça me paraissait être le choix le plus éthique et qui a été décidé encore une fois en gestion par consentement par le groupe financier. Et puis, on a eu, grâce au plan solaire régional de la région Sud, une subvention également de la région pour l'installation des panneaux solaires, mais aussi pour l'isolation des toitures qui a été systématique. Et on réfléchit à de nouvelles formes d'investissement, d'actionnariat pour qu'on puisse encore collecter de l'épargne citoyenne pour nos prochains projets, parce que notre objectif à Massilia Sun System, ce n'est pas de s'arrêter là. On a envie d'avoir de très très nombreuses toitures marseillaises équipées de panneaux solaires, donc on va continuer à les trouver, à les chercher, à les auditer. Et si vous avez envie de nous aider à trouver ces toitures, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir. En général, aujourd'hui, quand même, on cherche des toitures de plus de 300 mètres carrés, idéalement de 500 mètres carrés, parce qu'on a besoin d'une locomotive un petit peu financière à notre société, étant donné que notre locomotive, c'était l'ombrière qui n'a pas pu se faire. Donc là, voilà, ces projets, ils existent, ils ont leur vie, mais si on a envie d'avoir à la fois une société citoyenne qui soit saine, qui remplit ses objectifs d'épargne et qui, en plus, nous permettent d'équiper les toitures des habitants, qui sont des plus petits projets et en fait, plus les projets sont petits, moins ils sont rentables, mais on a quand même envie de le faire. Voilà, si on veut faire arriver à cet objectif-là, eh bien on a besoin de locomotives financières, donc de grosses toitures comme l'école à Coudou, mais nous, ce sera sur des toitures privées ou peut-être sur des écoles si la mairie nous le permet. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Dans la dernière slide, vous avez nos coordonnées, à la fois pour nous envoyer un mail, nous poser plein de questions, on y répond le plus rapidement possible. Vous avez notre site web, notre Twitter, notre Facebook. On a aussi un LinkedIn qui n'est pas encore très, très actif. Mais voilà, on essaie d'être actif sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles. Et voilà, encore désolé pour le petit micmac de son du début. J'espère que j'ai été assez clair et je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Très bien, merci en tout cas pour cette présentation. Et donc, on va passer la main en fait à une structure qui est, comme le titre l'indique, qui a pour objectif de fédérer, accompagner et financer les projets citoyens. Et donc, je passe la main à Alice Alessandri.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Tout va bien. Ok, super. On peut commencer. À la première diapo. Alors moi, effectivement, je représente l'association Énergie Partagée, dont vous avez entendu parler là dans toutes ces présentations. Et ce que je vais faire, je pense que c'était très intéressant que vous ayez des projets concrets avec des exemples concrets. Et là, ce que je vais faire, c'est un peu vous présenter, nous, ce qu'on représente en tant que réseau qui accompagnons ces projets. Du coup, d'abord, c'est vraiment un réseau qui a été créé il y a 10 ans à l'initiative des premiers porteurs de projets citoyens. C'était des projets éoliens dans le nord de la France et qui se disaient, en fait, c'était très compliqué de monter ces projets parce que les banques ne connaissaient pas ces projets, personne ne les suivait et ensuite, ils défrichaient tout, en fait. Et en fait, notre réseau, ce qu'il apporte, c'est vraiment une mutualisation des connaissances de tous les projets pour les remettre à disposition des nouveaux arrivants. Mais d'abord, juste, je voulais revenir sur quelques grandes notions. Le fait que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des énergies renouvelables. Donc, on s'inscrit dans le scénario de négawatt dont vous avez sûrement entendu parler et dans donc, ce que vous voyez là, le troisième petit triangle vert. Mais évidemment, chacune de ces initiatives doit se faire et se fait en fait dans une réflexion plus globale qui fait que la production d'énergie renouvelable vient en troisième, après avoir travaillé sur sa sobriété, donc faire des économies d'énergie, et avoir travaillé sur l'efficacité des outils qu'on utilise, comme par exemple faire en sorte que les bâtiments soient moins poreux en termes d'énergie. Donc, par exemple, faire en sorte d'isoler mieux les toitures sur lesquelles on installe des panneaux solaires. Ça fait vraiment partie de l'idée. Sur la slide suivante, je voulais rappeler également que les projets que vous entendez, on parle de projets citoyens, sont des projets qui s'inscrivent dans une démarche qui n'existait pas jusqu'à présent. Et en France, elle a plus de mal à se développer que dans d'autres pays européens parce que jusqu'à aujourd'hui, enfin très récemment, il y avait vraiment un monopole d'EDF qui faisait des choix pour l'installation du système français. Alors, on n'est évidemment pas du tout contre EDF, on ne s'affiche pas non plus anti-nucléaire dans l'absolu, mais on est pour une diversification du mix énergétique et notamment au niveau local. Donc, sur la slide suivante, vous voyez que sur le schéma, vous avez aujourd'hui, ça vient de l'Union européenne d'ailleurs, hein, le droit de détenir, de vendre et de produire votre propre énergie renouvelable. Et c'est la spécificité de ces sociétés, de ces coopératives citoyennes. Ce sont évidemment des sociétés, des SAS ou des SCIC, qui se créent. Et leur spécificité, c'est vraiment d'avoir cette possibilité, comme quand ils vous ont donné des exemples, de lever des fonds auprès des citoyens de leur territoire, ce que n'ont pas le droit de faire d'autres sociétés. Il faut vraiment être une société qui a pour objet de faire des énergies renouvelables et qui en plus a un statut coopératif pour avoir le droit de faire ça. Voilà, on peut avancer. Juste, je vous rappelle sur la slide d'après, ce que vous ont détaillé toutes les personnes, c'est avoir en tête les grandes étapes d'un projet citoyen, l'émergence, où vraiment vous avez ce volet où c'est non négligeable. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2 ans avant de raccorder les premiers projets, où vraiment il faut se constituer un noyau dur d'abord. Une dizaine de personnes, ça peut suffire au début pour vraiment se lancer, créer une dynamique et monter une société une fois qu'on a repéré les premiers projets. Alors, c'est évidemment en PACA, on parle beaucoup de panneaux solaires, mais comme vous l'a montré Provence Énergie Citoyenne, ça peut aussi être de la microhydraulique, par exemple, de l'éolien ou d'autres filières. Ensuite, sur le volet développement, c'est une fois qu'on a à peu près fait sur les premiers projets qu'on a en visée des premières études, on approfondit ces études, on vérifie que c'est effectivement faisable, comme vous l'expliquez Soleil Delarc, on peut avoir des mauvaises surprises. Ça arrive assez régulièrement sur les toitures parce que c'est quand même pas si facile d'avoir des toitures qui cochent toutes les cases.
Et donc, une fois qu'on a trouvé ces toitures, qu'on a l'accord du propriétaire, on va se lancer dans une levée de fonds qui va permettre de récolter les fonds propres nécessaires à la société pour dire, voilà, on a récolté tout ça, on va voir la banque pour qu'elle nous fasse le complément. Ces fonds propres, ils sont de l'ordre de 10-15%, des fois 20%, ça dépend des filières en général. Mais donc, ce n'est pas si énorme que ça. C'est vraiment la plupart des projets, pas tous, effectivement, il y en a qui préfèrent être à 100% de fonds propres, mais la plupart des projets utilisent le levier bancaire pour pouvoir investir des grosses sommes. Et donc, on a ces deux phases d'émergence et de développement qui sont vraiment, nous, les phases sur lesquelles on va le plus accompagner les projets parce que c'est le début des projets en général et c'est là où c'est le plus compliqué, surtout pour les premiers projets. Et ensuite, les porteurs vont être plus autonomes. Une fois qu'ils en ont fait 1, 2, 3, c'est bon, quoi. Ils n'ont plus trop besoin de nous. C'est plutôt nous qui les appelons pour témoigner et aider les nouveaux projets qui arrivent. Et donc, pour finir, les chantiers, comme vous le disait Adrien de Massilia Sun System, le fait que ce soit des groupes de citoyens qui décident, on ne va pas aller forcément au moins cher, mais aussi à ce qui a le plus de sens. Et ce qui a le plus de sens, c'est des panneaux qui sont assemblés en Europe, des entreprises qui travaillent localement. Donc, du coup, on fait travailler le tissu local. Et ensuite, pendant 20 ans, et c'est la phase la plus longue au final, l'exploitation, on vend cette électricité. Et il y a aussi un volet d'entretien des centrales qui aussi permet de faire marcher l'économie locale si on le délègue à des entreprises. Voilà, sur la suite, du coup, je reviens un peu de façon générale sur nous, notre mouvement. Moi, je travaille pour l'association, mais comme a pu vous l'évoquer Jean-Marie Burel de Soleil de l'Art, qui a aussi Énergie Partagée Investissement, qui est l'outil financier d'énergie. Et c'est un fonds d'investissement national qui aujourd'hui représente plusieurs millions d'euros. On est bientôt à 27-30 millions qui ont été récoltés et ces millions, cet argent-là est vraiment dédié à financer des projets d'énergie renouvelable qui sont assez conséquents. On parle de mégawattheures là pour le coup et c'est vraiment tous ces projets-là, que ce soit les gros projets du fonds d'investissement ou les projets portés par les coopératives, doivent répondre à la charte d'énergie partagée et pas comme j'ai pu le voir dans certains commentaires dans le film La face cachée des énergies vertes. On ne se départit pas de 4 points qui sont essentiels dans ces projets. Le fait que ça doit être ancré localement, donc fait avec les acteurs du territoire. Fait par des coopératives, donc c'est-à-dire qu'il y a, la plupart du temps, le choix est fait d'une personne, une voix, ou alors en collège, et au sein de chaque collège, c'est une personne, une voix. Il y a vraiment une attention portée à l'environnement, on ne fait pas n'importe quoi, on ne s'installe pas n'importe où. Et la lucrativité limitée, c'est ce que vous expliquez assez précisément, Soleil de l'Arc, c'est le fait que le but premier n'est pas de faire de l'argent pour les actionnaires, même si évidemment il faut pas que cet argent soit perdu, il a une rémunération intéressante, mais c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est que l'argent de la vente de l'électricité serve à faire de nouveaux projets dans le but d'essaimer plus de projets locaux. Voilà, donc sur la slide d'après, vous avez une carte qui est celle que vous pouvez trouver sur notre site Énergie Partagée avec tous les projets. Là, vous voyez, il y a un mix des gros projets du fonds d'investissement et de toutes les coopératives citoyennes qui existent en France. Dans les couleurs, ça vous donne les types d'énergie qui sont développés. Et aujourd'hui, vous avez donc 6 500 personnes qui ont pris des actions dans le fonds d'investissement. Vous avez 18 620 personnes qui ont pris des actions dans toutes les coopératives citoyennes, comme les 3 exemples que vous venez d'avoir. Et parmi ces personnes, ces personnes, il y a aussi des collectivités qui peuvent prendre des parts, soit de façon intermédiaire, comme on dit, c'est-à-dire en prenant des parts dans une SEM, par exemple, dans une société d'économie mixte dont le capital est ouvert aux collectivités, soit dans des collectifs, dans des groupes de citoyens. Voilà. Et en PACA, juste un zoom sur la diapo d'après, puisqu'on est en PACA, nous, donc moi je suis animatrice pour la région PACA, on est 2 sur la région PACA,
Et on a une trentaine de projets. Vous voyez sur cette carte où est-ce qu'ils sont situés. Essentiellement, c'est des projets de panneaux solaires, solaire, parce que évidemment notre région est la mieux dotée de France à ce niveau-là. On a donc un seul projet de micro-hydraulique qui vient de vous être présenté. Un autre qui peut-être verra le jour un jour si les élus locaux trouvent ça intéressant. Et vous voyez par exemple un exemple d'autoconsommation collective aussi qu'on suit, c'est à Cabriès, à côté d'Aix-en-Provence, et quelques parcs au sol qui émergent et qui vont pouvoir faire augmenter la part des énergies renouvelables citoyennes dans les énergies renouvelables qui se développent en région. C'est la slide d'après. Qui montre Est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Merci. Qui montre, dans quoi on s'inscrit sur la région PACA. Toutes les régions ont des SRADET, donc des schémas régionaux de développement des énergies renouvelables. Et à la région PACA, ils sont très ambitieux en termes de solaire, notamment. Et en 2030, ils ont pour objectif d'avoir 11 700 mégawatts de raccordés. Aujourd'hui, on est à 1291 mégawatts raccordés et cumulés, ce qui représente 14% de la puissance métropolitaine, donc en France, 4% de la consommation de la région, 11% des objectifs des SRADEC, donc on voit qu'on en est encore loin. Il faudrait vraiment multiplier le nombre de raccordements. Donc aujourd'hui, la région pousse aux projets citoyens et aux projets d'énergie renouvelable, et les projets citoyens sont un levier qui sont forts parce que ça sensibilise aussi beaucoup les personnes qui s'y investissent. Et aujourd'hui, ce qu'ils représentent, ces projets citoyens, la carte que vous avez vue juste avant, c'est 1,5% de ces 1291 mégawatts raccordés. Donc, on espère d'ici 2-3 ans, avec les projets au sol qui vont être raccordés, qui vont sortir, passer à 3%. Et nous, notre objectif au niveau national, c'est d'arriver que dans chaque région, il y ait 15% des ENR qui soient des projets citoyens. Voilà, pour la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, les projets citoyens, ce que c'est. Vous l'avez entendu avec les exemples que vous avez, mais je pense que c'est quand même intéressant de se redire pourquoi on parle de projets citoyens. Ce volet adhésion des projets, c'est important parce qu'il faut comprendre pourquoi à côté de chez moi, je vais avoir un parc au sol qui va émerger, à quoi ça correspond, quel est le sens de cela, et dans quelle mesure je peux moi-même m'y investir financièrement et voire au-delà, si vous avez plus de temps. Donc, il y a un volet éducation populaire dans le sens où vraiment on sensibilise. Et en plus, quand on commence à réfléchir sur des projets d'énergie renouvelable, en général, on va un peu plus loin dans sa réflexion et on se dit comment on peut faire des économies d'énergie aussi. Ça peut être le premier vecteur. Et on a plusieurs groupes qui se lancent aussi dans le défi à énergie, famille à énergie positive, qui vise à justement réduire la consommation au niveau d'une unité familiale. Et le volet, ensuite, on va chercher aussi les raisons de se lancer dans les énergies renouvelables, sur la protection du climat. La démocratie locale, c'est vraiment ce qu'a pu vous développer Adrien dans Massila Sun System. Au sein d'un même groupe, c'est pas si facile de prendre des décisions en commun, surtout quand au début, on ne connaît pas forcément les autres personnes du groupe. Comment on instaure au sein du groupe une façon de décider ensemble. Ça, c'est un apprentissage aussi au sein de ces groupes qui ne sont pas négligeables dans le monde aujourd'hui. Et enfin, ce qui a été développé aussi, j'y reviens sur la slide d'après, le volet économique et notamment les retombées économiques locales. Donc, sur la slide d'après, vous avez ce que vous décrivez, Jean-Marie, avec le 1 euro égale 2,5 euros. Évidemment, on ne multiplie pas les euros comme ça. C'est le schéma, c'est que c'est 1 euro investi par un citoyen. Si par exemple, vous prenez 1 euro chez Massila Sun System, vous allez participer aux fonds propres, donc aux 10-15% des fonds propres. Et comme derrière, vous avez tout le reste qui va être emprunté auprès de la banque ou grâce à des subventions, l'ensemble, la totalité des 100 000 euros investis dans le projet vont retomber sur le territoire, notamment si on choisit de payer des entreprises locales pour faire ces projets. C'est dans ce sens-là où on a les retombées économiques locales. Et voilà, j'en finis avec cette slide qui font que les projets citoyens ont vraiment un impact plus fort parce qu'ils sont attentifs à ces retombées économiques locales, et c'est
pas du tout garanti en général quand c'est des grosses entreprises dont le premier but est de faire le maximum de profit, évidemment. Voilà, donc j'en ai fini. C'était ma dernière slide pour dire si vous voulez nous contacter, vous avez nos contacts sur la slide. Merci. Ok, super, ben merci pour cette intervention en fait, qui reprend quand même, donc, comme tu le précises, qui a repris un certain nombre de points qui ont été présentés dans les retours d'expérience précédents. Je précise ça parce que en fait, le temps s'écoulant, on va quand même prendre un temps de questions-réponses, mais pour les questions auxquelles on ne pourra pas répondre tout de suite, on va essayer de transmettre les réponses par mail dans la suite là, d'ici demain ou les jours suivants. Et on va tout de suite commencer par ailleurs certaines questions. Donc peut-être que pour reprendre un peu la chronologie, peut-être que Johannes, tu as des questions à relever et à poser. Oui, effectivement. Donc, j'invite aux intervenants de réactiver votre webcam et votre micro, en tout cas le micro au moment que vous prenez la parole. Donc, on a également donc, pas mal des questions qui étaient posées dans le chat. Donc, sachant que pour certaines questions, je rappelle rapidement, donc on ne va pas commencer le débat sur quel est le taux de CO2 évité par les panneaux photovoltaïques, etc. Donc ça, je vous invite donc, notamment de s'adresser ou de prendre lecture des œuvres de l'association Negawatt. Donc ça, c'est quand même une bonne base pour le savoir. Et toutes les autres questions, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de questions très spécifiquement pour chaque projet. Donc Arnaud et moi, donc, on a essayé de regrouper un peu les questions. Et donc, si je prends déjà bien la parole, ma première question, je reviens donc à Jean-Luc Rouby, donc pour Provence Énergie Citoyenne. Tu as évoqué notamment l'axe communication. Et donc, pour gagner en visibilité, mais pourtant, vous étiez à l'époque plutôt des amateurs. Vous n'avez pas eu quelqu'un, vous n'avez pas une agence de com avec vous. Vous étiez des bénévoles tous, avec chacun sa vie privée. Donc, comment vous avez pu gagner en visibilité pour votre projet, pour être reconnu auprès des structures publiques, des investisseurs, etc. Alors, dans un premier temps, en fait, on a développé des outils. On nous a dit, bon, par exemple, dans les outils, je vous ai parlé des kakémonos, on a notre site web, notre lettre d'information, et puis on a aussi un truc important, c'est qu'il faut avoir des logos. Tu as remarqué, on a plein de logos, et le logo, c'est vraiment ce qui permet de centraliser, de regrouper, d'avoir une parole unique, en fait, un petit peu ça. Ça aide vraiment à la visibilité. Et puis après, on n'a pas eu vraiment de stratégie, parce que, comme tu dis, on était des amateurs. Et ben, on a fait un feu, comme on dit, un peu feu de tout bois. On était un peu partout. On a eu une chance, on avait un site fantastique. Donc, on a fait des portes ouvertes. Et quand les gens sont venus sur le site, c'est auto-vendu, si on veut. Ils ont été charmés et beaucoup ont adhéré. La première journée porte ouverte, on a dû avoir 25 ou 30 000 euros de collectés en termes de fonds propres, d'investissement. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. On a été partout. C'est pour ça que j'ai mis cette slide où on nous voit un peu partout. Si on connaît, je ne sais pas si vous entendez, vous connaissez où est Charlie, on pouvait dire où est Peck quand il y avait une manifestation, où est-ce qu'on était, parce qu'on était toujours quelque part. C'était ça vraiment les éléments clés. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonne volonté, de réactivité, et puis on apprend en faisant. D'accord. Donc, dans un collectif, chacun a manifesté ses compétences, ses expertises pour apporter un petit élément pour chaque projet. C'est bien ça.
Donc, j'imagine que c'est un peu pareil pour les autres. Et une particularité pour votre projet, si j'ai bien compris, si tu peux le évoquer aussi de manière très brève. Donc, il y a aussi le côté, comme pour les autres, hein, il y a le côté patrimoine. Donc, il y a un volet, quelque chose existant que vous avez pu identifier, pourquoi ce bâtiment et pourquoi pas un autre. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas… on a vu à Marseille, il y avait un bâtiment qu'il fallait réisoler, donc on a pu non, il fallait refaire la toiture, donc on a profité de réisoler. Vous avez trouvé donc la centrale hydro qui n'était pas pas en super état, donc vous avez pu travailler aussi sur le volet patrimoine avec peut-être du soutien, je ne sais pas, par des architectes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, sur l'aspect patrimonial, nous, le fondamental de l'aspect patrimonial, c'est qu'il y a un moulin qui fonctionne. Et le risque qu'on avait, c'est que le moulin disparaisse, le seuil disparaisse et qu'on perde. Ça, c'était vraiment l'aspect patrimonial chez nous. Donc nous, le cœur de notre projet, qui est de redémarrer le fonctionnement, de remettre en état les canaux, remettre en état la prise d'eau et tout ça, c'est comme ça qu'on a sauvé le patrimoine. Et après, c'est vrai que nous, on a loué sur le site de la Marie-Thérèse, on a en location un bâtiment qui est un local technique. Et là, comme je l'ai montré, on l'a remis lui-même en état et on le bichonne, ce bâtiment. En fait, on fait ce qu'on appelle en anglais du good housekeeping, bien maintenir sa maison. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter sur la question patrimoine quelque chose ou sur le volet communication? Vous me faites signe. Sinon, mais Arnaud, si tu peux. Alors ensuite, on a essayé de reprendre des questions qui avaient été aussi posées dans vos formulaires d'inscription. Et c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes qui ont finalement été résolues, enfin évoquées déjà dans les interventions. Donc, on peut peut-être, par exemple, il y avait une question qui était, pour faire quand même un petit lien avec les différents, enfin, il y a un grand nombre de questions, mais c'est peut-être une question qui s'adresse à Massilia Sound System. C'était, est-ce que vous avez dû arbitrer entre différentes solutions économiques et de rentabilité et d'impact social aussi? Là, parce que justement, vous avez insisté sur le fait d'avoir choisi des panneaux qui n'étaient pas forcément produits donc en France, mais voilà, avec quand même des entreprises qui essayaient d'avoir un impact local. Ça, comment c'est rentré dans vos processus? Alors là, ça fait plusieurs questions, mais comment c'est rentré dans vos débats? C'est rentré très vite en fait. C'est-à-dire que c'est une question centrale du solaire photovoltaïque. En fait, en collectif, on s'est dit s'il y a bien un truc sur lequel, on va dire, la société ou les citoyens peuvent nous regarder et nous questionner et aussi nous dire, nous pointer du doigt en quelque sorte, ce sera sur la provenance des panneaux solaires. Parce que on parle beaucoup des panneaux chinois, on parle beaucoup de l'impact du dumping social de la Chine sur l'Union européenne, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Et au sein de Massilia, on est nombreux et on a tous des visions différentes. Et effectivement, il y a ceux qui sont, on va dire, à la droite de Massilia Sound System et qui vont dire, finalement, notre objectif, c'est d'être le plus rentable possible pour qu'il y ait le plus de citoyens possible qui mettent leur épargne. Et donc, on se doit de réduire les coûts au minimum. Et donc, de prendre des panneaux chinois qui, très loin d'être mauvais, en fait. On a aussi, ce sont les meilleurs fabricants de panneaux solaires au monde et il ne faut pas leur enlever ça. Et ils ont de très bonnes marques et des très bonnes productions. Et puis, de l'autre côté, on disait, oui, mais en fait, on ne peut pas… notre projet n'est pas qu'un projet économique, sinon on s'appellerait Total, on s'appellerait Engie et compagnie.
et on se ferait racheter et puis on partirait avec la caisse. C'est pas ça, Massilia System, c'est pas ça les sociétés citoyennes. On réfléchit aussi pour des additionnalités, des plus-values au niveau sociétal. Et puis bah voilà, c'était un long débat. On a argumenté de différentes manières. On avait des entreprises bretonnes aussi qui nous avaient fait des offres. Donc, il y avait plein de choses différentes. Et le fait est qu'après, on a décidé, alors on avait la chance d'avoir 3 projets différents, donc ça nous a permis de dispatcher plus facilement les projets, les panneaux, etc. et d'avoir plus de consensus que si on n'avait qu'une seule installation et moins de production, par exemple. Donc voilà, je profite de cette question un peu technique et financière pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat qui parlait de quel pourcentage de rentabilité on annonce dès la première année d'exploitation. Donc, en fait, d'une part, on n'annonce rien, en fait, on ne promet rien, puisqu'on a bâti notre projet avec 3 projets et une ombrière. Là, on n'en a que 2, donc la première année d'exploitation, elle sera difficile. Mais du coup, on a quand même communiqué sur le fait qu'on ait une rentabilité autour de 3%. Et l'objectif de Massilia System sur le long terme, c'est ça. C'est 3% au lieu de 0,5 ou 0,75 pour le livret A. Et bien qu'on va pas l'atteindre la première année. Et de plus, nos statuts prévoient que les parts sociales doivent être prises pour une durée de 5 ans, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a que la redistribution des richesses, si on peut dire ça comme ça, les dividendes, elles ne sont pas automatiques. Elles sont décidées en assemblée générale, en consensus encore. Mais du coup, voilà, par exemple, on a bientôt notre assemblée générale là, de notre première, et c'est sûr qu'on ne va pas redistribuer 3% à tous les sociétaires, puisqu'on n'a pas encore le rythme de croisière suffisant pour ça, mais c'est un objectif fort et une ambition forte, et on est absolument convaincu de pouvoir la réaliser à l'aide des locomotives financières dont je vous parlais tout à l'heure. Merci pour cette réponse. Effectivement, après, donc enfin, parce qu'il y a eu plusieurs réponses aussi dans le sujet. C'est des sujets très larges, hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions qui reviennent sur la nature enfin, des énergies renouvelables, des énergies citoyennes. Sur ce petit point, on peut pas, c'est peut-être pas au projet citoyen de refaire les 70 ans de politique énergétique enfin, à eux tout seuls, et donc de rééquilibrer tous les paramètres économiques à eux tout seuls. Mais donc voilà, on voit des exemples là où on essaie de trouver des compromis, des consensus. Et voilà, donc ensuite, il y a eu des questions qui étaient assez ciblées sur le projet qui se passe avec la structure Soleil de l'Arc à Coudou. Donc, une des questions, c'était pourquoi avoir choisi le toit de cette école? D'autres toitures étaient-elles envisagées? Alors, en fait, sur Koudou, il faut quand même un minimum de surface. Alors, on avait étudié la salle Jean Ventre, qui était pas trop mal parce qu'elle était bien exposée, qui avait une bonne surface. Malheureusement, la toiture, elle est en fibrociment amianté, et donc à terme, il faudra qu'elle soit démontée et remplacée par la mairie. Et donc, ça n'avait pas de sens d'installer sur une toiture telle que celle-là, d'installer des équipements pour après les démonter. Après, il ne restait plus que l'école, parce qu'il faut une surface quand même assez conséquente. Alors, j'ai lu le message de la personne qui représente l'association des parents d'élèves de Koudou. Je crois que cet après-midi, il y a eu une présentation aux parents d'élèves. Donc, avec plaisir, après la réunion, là, on se reverra, on parlera de tout ça. Hein. Mais bon, je tiens à vous rassurer parce que
on a un bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, il est indépendant et il ne donne pas le feu vert comme ça. C'est-à-dire que là, vous parlez de risque d'effondrement. Il y a un bureau de structure, une étude de structure obligatoire qui doit rendre une étude poussée. Cette étude, elle est analysée par le bureau de contrôle et le bureau de contrôle ne donne son feu vert que s'il est convaincu que le travail de l'étude de structure, du bureau d'étude de structure a bien été fait. Pareil pour les pompiers. Les pompiers, je disais tout à l'heure qu'on va les rencontrer parce que, pareil, hein, les pompiers, ils veulent vérifier qu'en cas de problème, ils ont les accès qu'il faut, ils ne seront pas perturbés dans leur travail et ils sauront couper le courant comme il faut. Donc, il y a un travail technique qui est fait de concert avec le service départemental d'incendie qui donne ses recommandations et qui peut même bloquer un projet s'il estime qu'il y a du risque. Donc là, on va aller les voir. On a choisi des solutions plus coûteuses, mais qui permettent, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais elles sont plus coûteuses, mais elles permettent de neutraliser la fourniture du courant d'un panneau en cas de problème. C'est-à-dire que quand le courant est coupé, le panneau ne produit plus. Et donc, ça étouffe tout risque d'incendie. Bref, il y a des démarches. Une école, on appelle ça un ERP, c'est un établissement qui reçoit du public. Et il y a une législation, et c'est tant mieux, une législation très très poussée autour de la sécurité. Et si on ne passe pas les étapes obligatoires et réglementaires, le projet s'arrête et ne se fait pas. Donc, il faut être rassuré là-dessus. On détaillera tout ça pour vous, on se verra avec plaisir. Je crois que, Johannes, tu vas communiquer les emails des intervenants, c'est ça? Oui, avec votre accord, bien évidemment. Bien sûr, Donc, bien sûr. vous recevez donc une mail récapitulative, donc avec aussi la présentation et avec les coordonnées des intervenants. Donc, il y a un moyen de discuter, de trouver l'échange. Voilà, on échangera ensuite ensemble, vous aurez nos mails et vous nous contactez et puis on se rapprochera et on discutera de tout ça. Ouais. Je profite d'une autre question pour Soleil de l'Arc. Donc là, vous avez profité qu'il y a donc une volonté aussi de la collectivité. Oui. Est-ce que, bon, à Marseille, on a entendu que, bon, a priori, il y a eu aussi un changement, il y a plus d'intérêt. Donc, mais est-ce que, bon, j'imagine que c'est pas pour toutes les communes pareil. Donc, est-ce que ça dépend de la couleur? Est-ce que ça dépend non, pourquoi une commune fonctionne mieux que l'autre sur ces questions? En fait, ça dépend de la sensibilité des personnes. Ce n'est pas du tout lié à la couleur politique, à mon avis. C'est vraiment une histoire de sensibilité des personnes. Koudou, en fait, je pense qu'ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Donc, tout le conseil municipal, c'est super, quoi. Ils sont à fond ils sont en phase avec nous, ils sont à fond dans la démarche et ça se passe, ça va très vite. On a pratiqué, donc je le disais aussi tout à l'heure, on a pratiqué l'affaire Les Oliviers, c'est la même démarche, hein, on tombe sur des gens très motivés. C'est lié à la sensibilité des personnes qui gèrent la municipalité, hein, c'est aussi simple que ça. D'accord. Ok, Arnaud, Alors, par rapport en fait à l'heure aussi du coup maintenant il est bientôt 20h15. On va peut-être être invité à conclure sur cette présentation et ce temps d'échange qui aura été peut-être trop court. Mais là, ce qu'on propose aussi de faire, c'est de récupérer les différentes questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse et de vous faire un retour et notamment aussi en vous transmettant aussi les coordonnées donc, de toutes les structures qui sont intervenues pour que vous puissiez soit donc, poser de nouvelles questions, soit trouver un moyen d'apporter votre contribution si c'est votre souhait.
Et en tout cas, on remercie tous les intervenants. On espère que ça a pu éveiller quelques interrogations ou quelques projets quelques projets, voilà, pour vous. Et donc, je vous remercie et je vous dis bonne fin de